Le Sénégal au bord du précipice, le peuple prendra son destin en main le 25 février 2024. Le Sénégal, autrefois acclamé pour sa stabilité politique, se trouve désormais à un tournant crucial. Les nuages de la déception planent sur la nation, alimentés par une magistrature en déroute, accusée non seulement de démission, mais également de se plier aux desseins politiques les plus machiavéliques. Au cœur de cette tempête, Macky Sall et son régime sont désignés comme les fossoyeurs des fondements démocratiques. Le constat est amer. Une magistrature qui aurait dû être le rempart de la justice est accusée de s'agenouiller devant le pouvoir politique, sacrifiant ainsi l'intégrité du système judiciaire. Les ordres politiques machiavéliques s'infiltrent, sapant la confiance du peuple dans une institution qui devrait être le garant de l'équité. Le peuple sénégalais, éveillé à cette réalité amère, se prépare à un moment crucial lors des élections du 25 février. Le message est clair, il est temps que le peuple prenne son destin en main. Macky Sall, qui a présidé à la destruction systématique des institutions de la République, est sur la sellette. Les urnes devraient être le tribunal de la vérité, où les actes perçus comme destructeurs devraient être sanctionnés. Les critiques s'abattent sur un président dont le règne est marqué par la déliquescence des fondations démocratiques. Des juges, accusés d'avoir trahi leur serment aux forces de défense et de sécurité, responsables de violences impunies contre des citoyens innocents, le bilan est accablant. Une administration partiale, agissant au service d'un clan, éveille l'indignation. Les autorités religieuses, censées guider et protéger les valeurs morales, semblent démissionner ou, pire encore, être complices d'une dérive vers l'autoritarisme. La confiance du peuple est ébranlée et la responsabilité incombe à ceux qui auraient dû être des gardiens de l'éthique et de la moralité. Le 25 février est l'heure de vérité. Le peuple sénégalais a l'opportunité de façonner son destin en rejetant un régime qui a trahi la confiance placée en lui. Les élections ne sont pas simplement un exercice démocratique, mais un appel à la résistance contre une dérive inacceptable. Le Sénégal peut choisir de se relever de ses cendres, mais cela nécessitera une prise de position audacieuse et ferme contre un leadership qui a échoué. Le destin du Sénégal repose entre les mains du peuple, et le 25 février sera le jour où il écrira son avenir. Affaire contre Mamembe Nyang, la Cour suprême déboute Ousmane Sonko. Requite party element regity. C'est la décision rendue par la Cour suprême suite au pourvoi en cassation introduit par Ousmane Sonko. Ce, après sa condamnation par la Cour d'appel le 8 mai dernier dans le dossier l'opposant à Mamembe Nyang. La juridiction compétente a déclaré recevable le pourvoi avant de prononcer l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité. Toutefois, la contrainte par corps a été cassée et annulée. Sur ce, le réquisitoire du parquet général n'a pas été suivi. Lui, qui a demandé lors de l'audience, tenue ce jeudi 4 janvier, la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Débat d'audience. En début d'audience, après lecture des rapports exposant les moyens de cassation déposés, le président de la Cour, Abdourahmane Diouf a donné la parole aux avocats du requérant Ousmane Sonko. De prime abord, les robes noires ont soulevé une exception d'inconstitutionnalité en contestant l'article 260 du Code pénal. Ils ont, par la suite, sollicité que le juge se prononce dans l'immédiat sur l'exception. Une requête rejetée par ce dernier qui a demandé à ce que les débats de fond se poursuivent. Ainsi le pool d'avocats de l'opposant a exposé 5 moyens répartis entre 16 branches pour démontrer le fait que le verdict de la Cour d'appel, condamnant Ousmane Sonko à 6 mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts, doit être cassé. Lesquels sont, entre autres la citation, l'absence de traducteur durant le procès en première instance, les preuves fournies par leurs clients, les motivations du juge, le montant des dommages et intérêts, et les chefs d'accusation. Les conseils n'ont pas manqué de soulever l'aspect de politique de l'affaire en affirmant que l'effet recherché à travers ce procès c'est de l'élimination d'un candidat à la présidentielle. Pour ce point, ils se sont surtout offusqués de la célérité avec laquelle le dossier a été traité, de la première instance jusqu'à la Cour suprême. Après une pause, les avocats du ministre Mamembe Nyang ont pris la parole. Dès l'entame, Maître Ousmane Thiam a répondu sur l'exception d'inconstitutionnalité. Il a estimé qu'il s'agit là d'un moyen nouveau qui n'a pas été versé dans la requête initiale. À cet effet, il est donc irrecevable d'après l'avocat de la partie civile. De la même manière, il considère que les autres 5 moyens sont aussi irrecevables car n'étant pas des moyens de pur droit. Son confrère, Maître Baboucar Cissé argue que les avocats de la défense ont voulu refaire le procès après avoir boudé en première instance et en appel. Principal enjeu de cette condamnation définitive. Pour rappel, Ousmane Sonko pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre. La Cour d'appel avait confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance qui est de 200 millions FCFA. Le principal enjeu de cette condamnation définitive, c'est la conséquence sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle, prévue en février 2024.
À ce propos, l'article L.30 du Code électoral stipule ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de 5,05 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, 3e –, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 francs CFA, sous réserve des dispositions de l'article L.28. De ce point de vue, le dossier de candidature de Ousmane Sonko risque d'être mis à l'écart par le Conseil constitutionnel. Maroc appelle au renforcement des moyens logistiques du consulat du Sénégal à Dakhla. Le consul général du Sénégal à Dakhla, sud-marocain, Babou Sène, a souligné la nécessité pour les autorités sénégalaises de renforcer les moyens de cette représentation diplomatique afin de garantir une meilleure prise en charge de ses compatriotes si le phénomène de l'émigration illégale gagnait en ampleur en 2024. C'est l'occasion de lancer un appel au service du ministère des Affaires étrangères pour le renforcement des moyens logistiques du consulat du Sénégal à Dakhla, a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique avec l'agence de presse sénégalaise. Le diplomate invite par exemple le ministère des Affaires étrangères à faire venir du Sénégal un nombre important de chaussures et d'habits afin de prévenir d'éventuelles difficultés. Il est toujours gênant de voir des compatriotes marcher sur de longues distances sans chaussures. Il faut intégrer dès à présent la possibilité que les départs reprennent massivement en 2024, a suggéré le consul. Il a rappelé que le consulat sénégalais à Dakhla ne disposait pas encore d'un véhicule adapté à la mission de prise en charge des compatriotes en difficulté après l'échec de leur tentative de rallier l'Espagne par la mer. Il ne faut pas donner à la partie marocaine l'impression que le Sénégal ne fait pas assez d'efforts dans la gestion du phénomène, a insisté sur la décision de la Cour suprême. Il est clair que nous ne baisserons pas les bras. À l'issue du verdict rendu par la Cour suprême dans l'affaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko, son conseil maître Ciré Clédor Ly a exprimé son amertume et sa déception face à cette décision. Je suis très déçu pour 2 raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait l'envoyer devant le Conseil constitutionnel, mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, il est déclaré irrecevable, a-t-il déclaré. Il ajoute, deuxièmement, tout le monde a suivi les réquisitions du ministère public qui tendait à la cassation même totale de tout l'arrêt pour des manquements graves à la loi. Parce que tout ce qui a été développé, ce sont des moyens de pur droit donc la Cour suprême s'est débrouillée pour rejeter un à un tous les moyens. Selon la robe noire, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. Depuis des années, nous sommes confrontés à des décisions très surprenantes qui de nos analyses étaient désarticulées et ne correspondaient pas à ce qui devait être, dit-il. Des pêches, le Sénégal doit compléter les étapes d'adhésion à la FITI. La principale difficulté du secteur de la pêche, c'est sans doute celle de la transparence. Sur cette question, le Sénégal n'est pas exempt de tout reproche, fait savoir Mansour Ndour, coordonnateur de l'initiative pour la transparence dans la pêche, FITI, pour l'Afrique francophone. Sur le manque de transparence, il renseigne que le Sénégal perd énormément de devises, faute de transparence. Et pourtant, reconnaît-il, les opportunités et les gains potentiels à la mise en œuvre de la transparence des pêches ne manquent pas. Selon lui, malgré les efforts importants consentis par l'État, ses partenaires, la pêche est loin de sortir de l'ornière. Car, elle est confrontée à beaucoup de problèmes au nombre desquels, la baisse des rendements, la menace sur la sécurité alimentaire, les pertes d'emplois, entraînant particulièrement des pertes économiques et biologiques, des conflits sociaux, liste Mansour Ndour. Toutefois, il admet que ce problème n'est pas spécifique au Sénégal. Car, il se pose sérieusement le dilemme de la gestion durable de ses ressources halieutiques. Autrement dit, comment jouer à l'équilibre entre conserver durablement et exploiter durablement ses ressources. Car, la demande en poisson est croissante, population en hausse, changement climatique, face à la nette rareté du poisson, économie, sociale politique. Complexité de la gouvernance des pêches. La complexité de la gouvernance des pêches est liée à 3 défis interdépendants, à savoir le changement climatique, la pollution et la surexploitation. Pour une gouvernance efficiente des pêches, il importe de conserver la fonction bioécologique du secteur, de préserver la fonction sociale, alimentaire, cultuelle et culturelle du secteur, de préserver la fonction économique du secteur et de préserver la fonction politique du secteur. L'atteinte de ces objectifs implique la disponibilité de bonnes informations pour tous et à tous les niveaux. Ce qui n'est pas le cas, fait savoir le coordonnateur de FITI. Aujourd'hui, beaucoup de poissons sont débarqués au Sénégal mais personne n'est en mesure de prouver que ces poissons ont été pêchés dans les eaux sénégalaises. Ils sont nombreux à pêcher ailleurs et à débarquer au Sénégal. Ce qui pose un réel problème de l'état d'exploitation des ressources, regrette M. Ndour. Autrement dit, le potentiel exploitable et non exploitable n'est pas quantifié.
S'agissant du potentiel exploitable, les prélèvements totaux et reliquats sont méconnus. Et pour le potentiel non exploitable, on note une sous-exploitation, une pleine exploitation et une surexploitation. Partant de ce postulat, s'interroge-t-il, comment peut-on parler d'une situation de surexploitation et une disponibilité de la ressource? Pour lui, on a mélangé deux données différentes, ressources internes et ressources externes. Les pêches sénégalaises à rude épreuve. Aujourd'hui, les côtes poissonneuses sont mises à rude épreuve. Ce, à cause de la surcapacité, de la surexploitation légale, de la pêche-in, de la demande croissante, des subventions mal orientées, de la corruption. Fort de tout ceci, il est à se demander si la pêche-in est vraiment la principale menace à la durabilité des pêches et à l'économie bleue? Les gouvernants n'ont-ils pas sous-estimé les méfaits de la surexploitation légale renforcée par la faiblesse de données, la corruption, les subventions mal orientées entre autres? Des données fiables en manque. La problématique des données fait également défaut. Selon le coordonnateur de la FITI en Afrique de l'Ouest, l'évolution des débarquements masque l'état alarmant de la surexploitation et la réorientation vers de nouvelles espèces. Les débarquements en provenance des zones exclusives économiques, ZI, étrangères constituent 35% à 40% de la production, plan national d'adaptation du secteur de la pêche. Pour disposer d'une bonne base de données, l'engagement en faveur de la cogestion doit être l'affaire de tous les acteurs. Aujourd'hui, on note des divergences de données entre le CROD et la DPM. En clair, on ne peut pas dire exactement lesquelles données de ces deux entités de la pêche sont officielles, faire la part des captures hors ZI et captures pêche sportive, faire une évaluation des stocks, livrer les données économiques, sociales, évaluer les pertes économiques liées à la non-transparence, faire la part des données confidentielles, lister les navires en opération dans les eaux, savoir la propriété effective, l'accessibilité, la mise à jour, la fiabilité, les conflits et la forte demande en données. À noter que la FITI est un partenariat mondial multipartite qui soutient les pays dans un voyage transformateur pour améliorer l'accessibilité, la crédibilité et la facilité d'utilisation des informations pour la gestion durable, profitable et équitable des pêches.